Une fois de plus, bienvenue à cette édition de Scène de presse. Sur le plateau avec moi, le directeur des organes de presse et d'édition du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Christophe Mienzok. Bonsoir et bienvenue sur le plateau. Bonsoir Lucrèce et bonsoir aux téléspectateurs de la CRTV. À ma gauche, Augustin Guizana, le chef du service politique de la rédaction centrale de la CRTV, rédaction centrale TV. Bonsoir Augustin. Bonsoir Lucrèce et bonsoir à Christophe Mienzok. Bonsoir Augustin. Avec vous, nous parlerons de l'échec retentissant des marches illégales du 22 septembre dernier qui visaient à faire tomber les institutions et de la tentative de manipulation de l'opinion nationale et internationale. Nous parlerons également de la prévalence de l'état de droit malgré les appels insurrectionnels. Nous parlerons enfin de la mise au point du gouvernement à travers un communiqué du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Également au menu de Scène de presse ce soir, une question, manuel scolaire, est-ce que ça va mieux? Question posée au secrétaire permanent du Conseil national d'agrément des manuels scolaires et des matériels didactiques. À une semaine de la rentrée scolaire, nous faisons une évaluation des réformes engagées par le Conseil alors que la disponibilité des manuels scolaires reste une épreuve, tout comme l'application stricte de la mesure instituant un livre unique par niveau et par matière. Retour donc sur ce plateau pour cette première partie de Scène de presse. Christophe Mienzok, avez-vous eu peur de cette journée du 22 septembre? Oh, peur, je ne crois pas. Nous avons déjà une certaine habitude. Et quand vous regardez en arrière, dans le rétroviseur, la scène politique camerounaise, c'est pas la première fois qu'il y a des mots d'ordre de ce genre. Que ce soit dit en anglais ou en français, Paul Biya must go, Paul Biya doit partir. Et puis on nous a annoncé donc que le 22 septembre, on allait voir ce qu'on allait voir. On allait casser la baraque, on allait faire partir Paul Biya d'Etoudi. Mais pour ceux qui, comme nous, sommes là depuis tant d'années et qui avons dû affronter, sous les auspices du président de la République, beaucoup d'autres tempêtes, beaucoup d'autres épreuves, on s'est dit, il faut prendre cette affaire au sérieux, sans paniquer outre mesure, et prendre les dispositions. Puisqu'au RDPC, il faut quand même le dire, nous en avons l'habitude. Et au-delà du parti, c'est d'abord une affaire de l'État. C'est d'abord une affaire de l'État. On a bien compris que l'État, le gouvernement, ont pris leurs dispositions. Et puis, au niveau du parti, nous étions prêts à faire quoi? À faire face. C'est-à-dire? Faire face, c'est-à-dire faire échouer. Nous sommes en politique, Madame Medoune Faire Demba. échouer comment? Par des contre-marches, des contre-appels? Qu'est-ce que vous aviez prévu? C'est d'abord, la politique, c'est d'abord un débat contradictoire. C'est d'abord un débat d'idées. C'est d'abord des programmes contre des programmes. Des arguments contre programmes, contre arguments. Et puis là, nous sommes en 2020. On est d'accord? Nous sommes en 2020. Et tous les Camerounais se rappellent qu'il y a à peine 2 ans, nous avons été à une élection présidentielle. Et au cours de cette élection présidentielle, un candidat, Paul Biya, pour ne pas le nommer, a eu 71 et plus de suffrages. Et qu'un candidat qui a été régulièrement battu et qui a battu le pavé au Cameroun et ailleurs pour démontrer qu'il a gagné, qu'il n'a pas pu le faire,
viennent donc demander à ceux qui ont voté, à 71%, à Paul Biya, viennent demander donc à ce peuple-là d'aller dans la rue. Nous étions dans notre rôle de rappeler simplement ces faits politiques et puis nous tenir prêts à toute éventualité. Christophe Nienzok, oui. sans vous interrompre, vous êtes donc le RDPC, pour ne prendre que le parti était prêt, l'État a pris des dispositions, mais on a vu que c'est un dispositif sécuritaire particulier avec d'autres actions dissuasives. Christophe Nienzok, à la fin, les pouvoirs publics n'accordent-ils pas trop d'importance au RDPC, sinon pour reprendre la une au MRC, pardon, oui. Au MRC, sinon pour reprendre la une du quotidien le jour du 23 septembre. Pourquoi ont-ils peur? De quoi a-t-on peur? De quoi a-t-on peur? Non, je dois d'abord dire qu'on n'a pas peur. Je ne voudrais pas parler de cette une du journal Le Jour. Il n'y a pas de peur. Gouverner, c'est prévoir. Eh bien, vous avez donc dans le pays un parti politique qui semble être adepte d'un certain nombre de mots d'ordre. Et de mots d'ordre qui vont à l'encontre de l'ordre républicain. On parle de marche pacifique, pas d'armes à l'appui. Bien, vous ne pouvez pas. Vous savez ce qu'est un oxymore en linguistique? Un oxymore, c'est un mot qui veut dire que vous parlez d'une chose et de son contraire. Vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas dire aux Camerounais que vous voulez faire une marche pacifique dont l'objectif est de faire partir le président légitimement élu. Alors Christophe, je voudrais qu'on s'arrête. Comment arriverait-on à ça en dehors d'une période électorale? Donc, par conséquent, une telle marche prétendument pacifique et qui doit aboutir à ce résultat ne saurait être pacifique. Alors, dans votre éditorial, Christophe Nienzok, oui. Dans votre éditorial, vous l'avez lu. Oui, dans votre éditorial, vous avez titré « Ça n'a pas marché ». Je ne sais pas dans quel état d'esprit vous étiez mardi soir. Mais je l'ai écrit mardi à 17h, je peux vous le dire, entre 16h et 17h, j'ai eu le temps de contacter nos différents camarades aux différents points chauds. Parce qu'en réalité, nous savions que ce n'est pas à Berthois qu'on attendait qu'il y ait la plus grande mobilisation. Ce n'est pas à Garoua, ce n'est pas à Maroua qu'on attendait la plus grande mobilisation. La plus grande mobilisation était attendue soit à Yaoundé, soit à Douala, soit à Bafoussam. Alors, je voudrais qu'on s'arrête justement sur cette date du 22. Vous en avez longuement parlé dans votre éditorial. Vous n'avez pas cru à la thèse des marches pacifiques. Donc, sur la date du 22, vous la rapprochez d'abord à l'astrologie, notamment à la page vierge du zodiaque MRC. Oui. Vous la rattachez ensuite à l'histoire américaine. Sauf que cette page-là, elle n'est pas du tout vierge. Voilà. Vous la rattachez ensuite à l'histoire américaine avec l'abolition partielle de l'esclavage. Oui, mais parce qu'en fait, l'idée subliminale, dans le subconscient, on voulait installer dans l'idée des Camerounais que le 22, ce serait la fin d'une espèce de forme d'esclavage, parce que le régime tiendrait le peuple en esclavage. C'est un peu ça. Pourquoi on a choisi le 22? Mais surtout, vous rattachez cette date du 22 au lexique des petits voyous avec des dérivés de violence. Mais oui. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Mais ce que je voudrais dire, c'est que si vous avez un peu l'habitude ou la culture de l'argot, l'argot c'est le petit jargon en français, les petits voyous en France, quand ils vont férir des coups, je voudrais m'excuser pour vos téléspectateurs, peut-être qu'ils n'ont pas lu suffisamment les bandes dessinées, mais nous, on a été biberonnés, vous voyez, aux bandes dessinées.
Alors, les petits voyous avaient l'habitude, quand ils vont donc monter un petit coup, ils laissaient des indices dehors. Et quand la police était signalée, on disait 22, voilà les flics. 22, voilà les flics. En fait, 22, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire les voyous, dont les gangsters, avaient des couteaux qui mesuraient 22 cm. 22 cm. Et il fallait donc d'étaler parce que la police arrivait. En fait, je me suis un peu amusé pour comprendre pourquoi la date du 22 a été choisie. Mais au-delà de tout ce jeu, de tous ces rapprochements avec l'histoire, avec l'argot, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que le MRC a choisi cette date parce que c'était le jour du dépôt des dossiers de candidature des partis en lice pour les élections régionales auprès de l'ECAM. Et ils pensaient donc qu'en organisant cette marche-là, ils empêcheraient les partis en compétition de déposer leur liste. Mais tout le monde a bien vu, une semaine avant, que la mayonnaise ne prenait pas. Au-delà du RDPC, d'autres partis politiques se sont mobilisés. D'autres partis politiques se sont mobilisés. Moi, je ne voudrais même pas trop parler de l'action de l'État, de l'action du gouvernement, des forces de l'ordre. Mais je voudrais m'arrêter un temps soit peu sur l'action politique. Parce qu'en fait, c'est un mot d'ordre politique, même s'il a un impact, une répercussion sur le maintien de l'ordre, mais c'est d'abord une affaire de politique. Et on peut constater que... C'est un mot d'ordre politique, Christophe Mienzok, qui doit être appliqué par les populations. Alors comment jugez-vous, appréciez-vous l'attitude des Camerounais ce 22 septembre, le jour a insinué que les Camerounais sont restés chez eux par peur ou on continue à vaquer à leurs occupations? On n'a pas investi les rues par peur. Comment vous qualifiez cette attitude-là? Y a-t-il eu un sondage? Que je sache, il n'y a pas eu de sondage. Mais nous tous, à partir des méthodes, on dira, empiriques, nous avons pu constater que la marche n'a pas eu l'effet, l'impact, les résultats escomptés. Ni à Yaoundé, ni à Douala, ni dans aucune autre grande ville, il n'y a eu de grande mobilisation. Par conséquent, on est en droit de penser et de conclure que les Camerounais, en dehors du dispositif qui a été mis en place par les forces de l'ordre, les Camerounais n'ont pas adhéré à ce mot d'ordre politique pour une raison très simple. Nous sommes d'abord dans le contexte sanitaire que nous connaissons. Deuxièmement, les Camerounais n'ont quand même pas la mémoire courte. Ils savent qu'il y a 2 ans, ils ont élu un président de la République. Même si quelqu'un semble se prévaloir à tort du titre de, je préfère ne pas le dire, mais les Camerounais savent où est la vérité. Et maintenant, quand on leur met ce choix sur la balance, ils n'ont pas hésité un seul instant. Et on a vu le choix qu'ils ont fait, c'est celui de ne pas aller dans la rue pour donner du crédit. Vous voulez dire qu'ils ne sont pas manipulables? Madame Madoun, les Camerounais, je crois, ne sont pas manipulables, mais alors pas du tout. Je crois qu'il faut arrêter cette imposture qui consiste à croire que ce qui se passe dans les réseaux sociaux peut être facilement transposable à la réalité. Vous avez d'un côté tout ce qui est virtuel dans les réseaux sociaux. Vous êtes dans votre chambre, vous pianotez sur votre clavier d'ordinateur ou de téléphone, et puis vous avez des réactions.
Vous ne savez même pas qui réagit. Et vous vous méprenez sur ces réactions et vous pensez que vous avez du succès. Mais lorsque vous passez de cette virtualité à la réalité, vous découvrez qu'il y a un monde. Et c'est ce qu'on a vu le 22 septembre. Même si c'est une attitude, justement, on allait en venir à la communication, est-ce que ce n'est pas davantage une guerre de communication qui réussit quand même à faire sortir le gouvernement d'une part ou de l'autre côté, le RDPC des seconds? En fait, si le gouvernement n'avait pas réagi, qu'aurait-on dit? Que n'aurait-on pas dit? On aurait accusé le gouvernement, une fois de plus, d'avoir été laxiste, de n'avoir pas prévu, n'avoir pas pris des dispositions pour prévenir ce qui aurait pu se passer. Comme d'habitude, le gouvernement a été proactif et a pris les dispositions qu'il a prises. Si ces dispositions ont pu être dissuasives, nous devons plutôt nous en féliciter. Et maintenant, à côté de ce que le gouvernement a fait, je vous dis que le RDPC et les partis politiques républicains ont également pris des mesures et qu'il n'est pas toujours possible ils ont mis en place des stratégies qui ne sont pas toujours étalées sur la place publique. Qui ne sont pas toujours étalés sur la place publique. Et tout cela, ajouté à la maturité, au sens des responsabilités du peuple camerounais, a contribué à faire échec à ce mot d'ordre du 22 septembre. C'est noté, Christophe Mienzok. On va marquer un premier arrêt dans cette édition de Scène de Presse. Je vous promets que nous allons revenir sur la question de la manipulation de l'opinion nationale et internationale. Après ce zooming que nous propose Joseph Clément Omba, quelles sont les grandes leçons à tirer de l'échec du 22 septembre? Réponse dans ce zooming. À tout de suite. On aura rarement entendu une sortie aussi musclée du gouvernement camerounais tirant les leçons des marches foireuses du mardi 22 septembre 2020. Un ton empreint de fermeté pour dénoncer une démarche anticonstitutionnelle de prise du pouvoir par la rue dans une démocratie. 3 fois non, a répondu le peuple camerounais, d'où cet échec cuisant. Aussi le gouvernement lui rend-il un hommage exceptionnellement appuyé. Le peuple camerounais, dans toutes ses composantes, a su former une digue protectrice autour des institutions et des personnes qui les incarnent. Au Cameroun, les institutions qui fondent la force des États fonctionnent harmonieusement. Leur modernisation correspond à un réel besoin de régulation institutionnelle et d'efficacité pour se mettre à la hauteur des enjeux. Le communiqué du gouvernement est également une mise en garde à peine voilée à ceux qui, de l'extérieur, planifient la déstabilisation du Cameroun pour des desseins inavoués. Et le gouvernement reste déterminé à en faire un havre de paix. Le communiqué du gouvernement fait montre d'autorité, rappelant à tous que le Cameroun est un état de droit. Aussi ceux qui veulent plonger le pays dans une crise sans fin en enfreignant les sacro-saints principes de la démocratie et du vivre ensemble doivent-ils répondre de leurs actes devant les instances judiciaires. La démocratie n'est pas synonyme d'anarchie. C'est pourquoi le gouvernement camerounais salue le professionnalisme des forces de maintien de l'ordre, acteur incontournable de la paix sociale. Contre vents et marées, le Cameroun continue son œuvre citoyenne de construction d'une nation harmonieuse, juste et prospère. Joseph Clément Omba. Alors, Christophe Mienzok, il y a quand même eu ce 22 septembre, il y a quand même eu des tentatives réelles de manipulation de l'opinion nationale et internationale à travers les réseaux sociaux. On se souvient de ces images de Ndokoti qui ont circulé. La régie va certainement nous permettre de voir ces images-là. Les images de Ndokoti, des images tirées des archives et des images réelles. Les images des archives, on voyait de jeunes enfants en tenue scolaire, les images du marché Bipmok de Bafoussam qu'on a également vu, on a également essayé de manipuler l'opinion à travers ces images-là. Alors, si la mayonnaise ne semble plus prendre avec les Camerounais, on a l'impression que ce n'est pas le cas avec la communauté internationale qui semble prendre fait et cause
pour ces partis d'opposition-là oui, qui prônent l'insurrection? Pour une raison simple, la fameuse, hein, c'est que moi j'ai l'habitude de dire, la fameuse et fumeuse, parce que brumeuse communauté internationale a son agenda et elle a ses intérêts. Elle est devenue un acteur de la déstabilisation du Cameroun et fait flèche de tout bois pour parvenir à ses fins. Mais vous savez, la manipulation, elle est vieille comme le monde. Elle est vieille comme le monde. Vous allez au renversement de Ceausescu, tout le monde sait très bien que tout ce qu'on a dit de Timisoara, c'était des images manipulées. C'était des montages pour que on parvienne à renverser Ceausescu. Vous allez en 91 à la première guerre du Golfe, tout le monde sait très bien que tout ce qu'on a raconté sur les armes chimiques et autres, c'était un tissu de mensonges. La deuxième guerre du Golfe, également, quand on vous dit qu'on a découvert ceci, on a découvert cela, c'est faux. Des charniers. Il y a des excellents livres sur la Libye, par exemple, la chute de Kadhafi, et vous verrez le travail qu'ont fait les officines, les différents services secrets pour diaboliser Kadhafi. Bon, je n'ai pas été particulièrement un fan de Kadhafi, mais il faut en parler aujourd'hui. Et on en revient donc au Cameroun pour constater que, quand on remonte très loin à l'histoire du monde, on voit bien que les mêmes méthodes qui ont semblé conduire à des résultats probants pour certains, on a tendance à utiliser les mêmes méthodes. Et donc, au Cameroun, puisque la réalité de la mobilisation n'est pas celle qu'on veut, n'est pas celle qu'on constate sur le terrain, eh bien, il faut donc passer par la manipulation des images. On fait donc appel aux images d'archives. On veut faire croire que des images datant de 2-3 ans sont celles du 22 septembre, alors qu'il n'en est absolument rien. C'est vieux comme le monde. Il appartient donc aux partis politiques, à la presse, et je crois que la CRTV a joué un rôle important le 22 septembre pour bien montrer à travers des méthodes comment on appelle ça, de fact-checking, c'est-à-dire de contrôle des faits. Le contrôle des faits, la CRTV a montré que les images qu'on veut vous montrer, on veut vous faire croire que c'est des images d'aujourd'hui, 22 septembre, en fait, ce sont des vieilles images. Et c'était sous la coordination du directeur général de la CRTV, M. Charles Nogo. Alors, je voudrais quand même que vous nous disiez, M. Mienzok, vous pensez, si on vous écoute de bout en bout, vous pensez que des puissances occidentales sont derrière ces différents mouvements qu'on observe au Cameroun depuis, on va dire, 2 ans ou un peu plus, bon, si on y ajoute également la crise anglophone? Si on veut faire le politiquement correct, on dira oui, c'est possible. Et puis on entourera ça de toutes sortes de circonlocutions pour ne pas répondre à votre question. On compte sur vous pour ne pas faire dans la langue de bois. Mais moi, je ne fais pas dans la langue de bois. Il est clair. Tout journaliste digne de ce nom, tout analyste, tout observateur, depuis
on va dire, au moins 5 ans, peut témoigner de ce que le Cameroun est dans le viseur de certaines puissances occidentales. Pour quelles raisons? Chacun peut trouver des réponses. Il y en a qui vous disent la longévité du président Paul Biya au pouvoir commence à être embarrassante. Il y en a qui vous diront que les richesses du Cameroun sont une source de convoitise. Bref, chacun a ses raisons. Mais lorsque vous avez mis tout cela bout à bout, un fait constant, récurrent, demeure, à savoir que réellement le Cameroun est ciblé et il y a donc des manœuvres souterraines, occultes, pour contribuer à la déstabilisation du Cameroun. Vous commencez au Grand Nord par Boko Haram, je ne parlerai pas de chez moi à l'Est, vous prenez la crise du Nozo, vous savez très bien tout ce qui est derrière des entreprises qui financent la sécession parce qu'elles ont des intérêts économiques au cas où les sécessionnistes arriveraient à gagner. Et donc, tout cela, mis bout à bout, démontre que le Cameroun est dans le viseur des puissances occidentales. Et il appartient au peuple camerounais de faire front, de se mobiliser pour que cette triste dessein EIN ne puisse pas aboutir. Alors justement, le gouvernement a pris ses responsabilités et a fait une mise au point vendredi dernier à travers un communiqué du ministre de la Communication. La régie va justement nous permettre de parcourir quelque peu ce communiqué du ministre de la Communication. Alors Christophe Yenzok, en vous écoutant, on comprend donc pourquoi les chancelleries occidentales jusqu'ici ne condamne pas de manière ferme tout ce qui tente de prendre le pouvoir, on va dire, par la force, par la rue. Les exemples dans l'histoire du monde sont nombreux. Le Cameroun, à son tour, est là, c'est en train de vivre ça. Et il est dommage que des Camerounais... sincèrement, nous pensions au RDPC qu'on en avait terminé avec la logique insurrectionnelle. Rappelez-vous, au début des années 90, 91, 92, la revendication sur la conférence nationale et la réponse ferme, catégorique du président Paul Biya, la conférence nationale est sans objet. Nous restons dans le cadre institutionnel. Même le SDF, qui avait à cette époque-là des velléités d'emprunter la voie insurrectionnelle, nous sommes parvenus, bien évidemment avec le concours de certains républicains au sein du SDF lui-même, nous sommes parvenus à les ramener. Et le SDF, depuis, a compris qu'il n'y a pas d'autre voie que la voie des urnes pour accéder et se maintenir au pouvoir. Et puis, depuis 2013, est arrivé, il faut dire les choses telles qu'elles sont, le MRC. Le MRC, non seulement qui a pensé que, à travers des mots d'ordre, et surtout avec le concours des pays étrangers, pourrait parvenir à ses fins. Nous avons donc à nouveau un retour de la voie insurrectionnelle. Le MRC, en 2013, s'est présenté aux élections législatives, je crois bien, a eu un député. En 2018, s'est présenté aux élections
présidentielle, son candidat a eu 14% de suffrage. Et le MRC a donc décidé de ne plus aller vers les élections. Cherche toutes sortes de subterfuges, de stratagèmes pour éviter la voie des élections et propose aux Camerounais la voie de l'insurrection. J'ai lu abondamment la littérature des dirigeants du MRC qui ont dit que une insurrection ne se décrète pas. On n'annonce pas une insurrection. Mais au-delà des périphrases, au-delà des euphémismes qu'on veut utiliser, dites-moi quel est le mot qu'on doit utiliser lorsque un parti politique demande au peuple de descendre dans la rue pour faire partir un président qui a été démocratiquement élu. Alors, cela s'appelle quoi? Si ce n'est pas une insurrection, qu'est-ce que ça peut bien être? Alors, Christophe Mienzok, je voudrais qu'on lise attentivement cette partie, cet extrait du communiqué du ministre de la Communication. Certains meneurs et organisateurs de cette aventure insurrectionnelle ont été également arrêtés et ils répondront de leurs actes devant la justice. D'autres sont activement recherchés par les services de sécurité aux mêmes fins. La situation du leader du MRC fait également l'objet d'un examen attentif par les instances judiciaires compétentes. Christophe Mienzok, lorsque vous parcourez ce communiqué et surtout cet extrait, est-ce que vous avez le sentiment qu'on s'achemine vers la dissolution du MRC? Moi, je suis un républicain. Je suis un démocrate. En clair? Je vais vous dire. Il faut toujours commencer par une introduction. Non, je suis un républicain, je suis un démocrate et personnellement, j'envisagerais la dissolution ou quel est le mot? Du MRC comme la dernière des solutions. Nous sommes le président Paul Biya depuis 1985, d'abord à l'intérieur du RDPC, et ensuite en 1990, a demandé aux militants du RDPC de se préparer à une éventuelle concurrence. Cette concurrence-là n'est plus du tout éventuelle. Elle est réelle. Christophe Mienzok, lorsque vous envisagez comme dernier recours la dissolution du MRC... je n'envisage pas. Je dis que pour moi, ce serait la dernière des solutions. Alors, ça veut dire clairement que... Si entre-temps, les pouvoirs publics s'inquiètent... Je ne suis pas... Et je parle devant à la CRTV. Je dis que personnellement, ce serait la dernière des solutions. Maintenant, si l'État décide, parce qu'il a d'autres éléments, moi, en tant que militant, cadre du RDPC, malgré la voie que le MRC est en train d'emprunter, je crois que nous devons continuer ce débat démocratique, républicain, avec le MRC, argument contre argument. Mais il est évident que le MRC... Non, moi je parle en tant que cadre d'un parti politique. Oui, mais dans quel cadre pouvez-vous donc envisager cet échange avec le MRC qui n'est ni à l'Assemblée ni au Sénat? Tous les partis ne sont ni à l'Assemblée, ni au Sénat, ni dans les conseils municipaux. Mais il n'en demeure pas moins qu'il reste des partis politiques. Je reprécise la question, Christophe Mienzok. On a l'impression que le MRC est dans une logique qui, comparativement à la région des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, a amené la population dans la rue. Et on va dire que le 22 septembre 2017, ça a été le cas. Et on s'achemine, on est parti des avocats, des enseignants, puis d'un consortium de la société civile anglophone, puis le SCNC,
dissous finalement par le gouvernement. Lucrèce pose bien la question, est-ce qu'on s'achemine là vers ce même processus? Je comprends parfaitement. Il y a un faisceau d'éléments. Un faisceau d'éléments et un faisceau d'indices qui tendent à faire croire qu'aujourd'hui, le MRC est en intelligence. Je pèse mes mots, en intelligence avec les sécessionnistes. D'accord? Mais je dis que alors, cela relève de la responsabilité de l'État. Je suis ici en tant que cadre d'un parti politique. Je continue et je continuerai à traiter le MRC comme un parti politique. Donc vous, au RDPC, vous accepterez... Non, ce n'est pas... Jusqu'à ce que l'État, qui a le monopole de la violence et qui a tous les éléments d'appréciation, les services de renseignement, si l'État a tous les éléments qui lui permettent d'arriver à la conclusion que le MRC est sorti du cadre républicain et le MRC prône ou encourage ou soutient les sécessionnistes et le MRC s'inscrit dans cette logique-là, si l'État décide de suspendre, par exemple, le MRC en tant que parti politique, mais nous en prendrons acte. Pour l'instant, le MRC, même s'il n'a pas d'élu à l'Assemblée, même s'il n'a pas d'élu au Sénat, même s'il n'a pas d'élu dans les conseils municipaux, reste un parti politique qui a été légalisé par l'État. Le MRC, le RDPC soutient l'action du gouvernement. C'est le gouvernement, à travers le ministre de l'administration territoriale, qui délivre les agréments ou les autorisations aux partis politiques. Moi, en tant que cadre d'un parti, vraiment, j'aspire à ce qu'il y ait une effervescence, qu'il y ait un débat démocratique dans notre pays, avec des interlocuteurs, effectivement, qui sont dans la logique républicaine. Je déplore ce que le MRC fait, mais je n'irai pas, moi, à l'entame de l'émission, Christophe Mienzo, vous avez utilisé le terme, le RDPC s'est tenu prêt pour contrecarrer une éventuelle velléité, mais vous dites qu'il faut laisser la voie libre. Non, ce n'est pas contradictoire. Le RDPC s'est tenu prêt, ça veut dire que nous avons des arguments intellectuels, nous avons des arguments politiques, nous avons les arguments populaires. C'est-à-dire que dans l'hypothèse où, d'ailleurs, un de nos jeunes camarades, à Douala, deuxième, que je voudrais saluer ici, le camarade Lisan, Élie Charles Zan, a déposé une demande de déclaration de manifestation pour dire que si le MRC descend, ils trouveront sur leur chemin le RDPC. Et s'il y avait eu affrontement? Je suis en train de vous dire que nous devons nous tenir prêts à toute éventualité. Pour l'instant, il n'est pas du ressort ou de la compétence du RDPC en tant que parti politique de souhaiter ou de demander qu'on suspende ou qu'on exclue un autre parti du jeu politique. Sinon, ça veut dire que le RDPC voudrait être tout seul et n'est pas prêt à affronter la concurrence. Il est déjà pratiquement tout seul à l'Assemblée nationale et au Sénat. Non, mais il est seul par le fruit de son travail sur le terrain. Ce n'est pas une décision administrative. Maintenant, chacun prendra ses responsabilités. Nous sommes prêts à affronter le RDPC sur le terrain des idées, des arguments et de la mobilisation populaire. Si le gouvernement estime que le RDPC, le MRC, a franchi les lignes
les lignes rouges, mais le gouvernement prendra ses dispositions. Christophe Menzok, vous semblez vanter les actions du RDPC, mais parfois on se demande où sont passés les soldats du président. On voit comment le président est attaqué de toutes parts, dans les réseaux sociaux, dans les journaux, mais on ne voit pas vraiment la majorité des militants du RDPC prendre fait et cause, descendre, peut-être pas dans la rue, mais dans l'arène pour défendre le président. Où sont les soldats du président? Madame, vous ne pouvez pas dire ça. Vraiment, je crois que vous voulez me taquiner, provoquer. Mais vous ne pouvez pas dire ça. Du tout. Non, vous ne pouvez pas dire ça. La question est simple, Christophe Menzok. Où sont les soldats du président? Les soldats du président sont là. Et bel et bien là. On les voit plus derrière l'émotion de soutien? Non. Oh. L'émotion, vous savez, l'émotion, c'est une forme d'expression militante et politique qui a sa raison d'être. Mais les soldats du RDPC, les soldats du président, ils sont sur tous les plateaux de télévision. Il n'y a pas une seule émission à la CRTV où on demande la présence des militants du RDPC, où vous n'avez pas un représentant du RDPC. Sur toutes les chaînes. Dois-je vous révéler ce qui est fait en interne? Chaque jeudi, il y a une réunion au siège du comité central pour que des représentants, pour quadriller au moins l'espace de débat, l'espace médiatique. Ce n'est pas toujours évident, Christophe. Mais si, je préfère vous le dire. Je préfère vous le dire. Non, attendez. Au moins, ce n'est pas toujours évident d'avoir l'intention. Ok, d'accord, on s'arrête à l'intention. Non, c'est pas l'intention. On s'arrête à l'intention. Au-delà de l'intention, la réalité est là. Chaque jour qu'il y a une émission quelque part, vous avez des représentants du RDPC qui sont là pour soutenir le président, défendre le président, sa politique, ses options, ses idéaux, défendre le RDPC, son programme, son projet et défendre, soutenir le gouvernement. Ils sont là à travers les médias audiovisuels, à travers les réseaux sociaux. C'est une armada qui est là, peut-être silencieuse, mais qui est là. Christophe Menzok, est-ce qu'il y a une sorte de cellule d'éveil au regard de l'actualité? Oui, surtout des menaces. Des menaces qui persistent. Tout le temps. Est-ce qu'il y a une cellule d'éveil qui a été créée pour les besoins de la cause? Mais oui, je vous le dis, ça existe. Mais vous permettrez peut-être que je n'aille pas. On ne voit pas non plus vos alliés, les alliés du RDPC. Ça, c'est un autre débat. Mais je préfère parler, chacun prêche d'abord pour sa chapelle. D'accord? Maintenant, les alliés du RDPC, si c'est une interpellation, je préfère que fait la cellule d'éveil? Qu'ils vous entendent. Que fait-elle? Comment est-ce qu'elle travaille? Comment le est-ce qu'elle agit secrétaire général du comité central, le secrétaire à la communication, qui lui-même est très proactif, puisque vous lisez ce que le secrétaire à la communication, le ministre d'État, Jacques Famendongo, fait. Et puis, en dessous, la direction des organes de presse, dont je suis l'humble représentant, le responsable, et vous avez donc toute une équipe. Je préfère ne pas donner les noms, mais je vous dis qu'il y a toute une organisation. Et c'est l'occasion pour moi de rendre hommage à tous ces militants, à tous ces jeunes, ce sont des jeunes qui se battent nuit et jour, qui passent des nuits blanches à faire la veille sur Internet, dans les réseaux sociaux, pour contrecarrer tout ce qui est fait. Personne ne le voit, personne ne le dit, mais ils sont là et ils font ce travail de fourmi
tous les jours et je crois que la haute hiérarchie de notre parti leur en sait gré. Même si de temps en temps, ils peuvent avoir le sentiment que leur travail n'est pas reconnu, c'est l'occasion pour moi de leur dire qu'ils font du bon travail et ils doivent continuer dans ce sens. C'est noté. Nous allons marquer notre arrêt dans cette édition de Scène de presse qu'a retenu la presse du 22 septembre. Réponse des journalistes au micro de Michel Renaud Oanja. C'est la rubrique édito. La presse camerounaise, dans son immense majorité, n'a pas du tout suivi ou n'a presque pas suivi les mots d'ordre de l'opposition, c'est-à-dire qu'il fallait marcher. Elle a plutôt suivi les instructions gouvernementales qui étaient de ne pas observer cette journée-là parce qu'elle n'était pas autorisée. Certains journaux avaient titré la veille, le jour dit, d'autres au lendemain ont vraiment développé une imagination débordante. Il y en a qui ont parlé de pchit, il y en a qui ont parlé de le jour tuip, il y en a qui ont parlé de fiasco, il y en a qui ont parlé de flop. Je pense que dans l'ensemble, la presse camerounaise constate que la marche de MRC n'a pas atteint les objectifs qu'elle s'était fixés. La mobilisation souhaitée et même annoncée par les initiateurs de la marche n'a pas été au rendez-vous, tel que les annonces et les appels l'ont prédit. Des fake news pour illustrer une marche qui, dans tous les cas, lorsqu'elle a eu lieu, n'a pas rassemblé plus d'une cinquantaine de personnes. La presse va au-delà même, n'est-ce pas, du ton gouvernemental pour se substituer, pour expliquer à la population ce que le gouvernement n'a pas dit. Il est honnête de dire aujourd'hui que le MRC a rencontré un cuisant échec. Quelles que soient les causes, je pense que lorsque le peuple suit un leader, il descend la rue, même si les forces de l'ordre s'y opposent. On peut relativiser en ce qui concerne l'opposition qui dit que le fait d'avoir mobilisé les pouvoirs publics, c'est un succès. Mais aucun bout n'est là pour présenter que c'est un succès. Un rendez-vous qui a été beaucoup plus retentissant dans les annonces, dans les prises de position, dans les réseaux sociaux, les forats et tout le reste, que dans la réalité. Benza, vous venez d'écouter les journalistes qui pensent également que la manifestation prévue le 22 septembre dernier n'a pas fait grand bruit. Que dire d'autre que de prendre acte de leurs affirmations, leurs déclarations, puisque chacun d'entre nous a été témoin de ce qui s'est passé et vouloir présenter les faits autrement, c'est de la désinformation, c'est de l'intoxication et c'est de la manipulation. Cette affaire, ça n'a pas marché, comme moi je l'ai écrit dans le journal Action. Ben, ça n'a pas marché et c'est un fait. Voilà, c'est un fait. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait. Ça n'a pas marché. Puisque ça n'a pas marché, faut-il complètement l'ignorer ou il faut rester vigilant? Non, la vigilance est de tous les instants. Pour un parti politique, vous devez rester vigilant. Vous voyez, pour ce qui concerne d'ailleurs le renouveau, le RDPC, le président Paul Biya, si le président n'avait pas été vigilant depuis 1982, il aurait pu conduire le Cameroun à la catastrophe. Il aurait pu conduire le Cameroun à la ruine. Mais parce que il y a eu tellement d'épreuves depuis 1982 qui ont été surmontées. Elles ont été surmontées grâce à quoi? Grâce à cette vigilance de tous les instants. Donc, il ne s'agit pas, il faudrait qu'on se comprenne bien, il ne s'agit pas pour nous de faire du triomphalisme. Le but, ce n'est pas de faire échouer la marche du MRC. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas une fin en soi de faire échouer la marche du MRC. Non. L'objectif pour nous, c'est de faire barrage,
de rester vigilant et de mettre en place les conditions qui permettent que le programme sur lequel le président a été élu en 2018 soit appliqué. C'est à ça, au résultat de l'application de ce programme-là, que nous serons jugés. Et à rien d'autre. Ce n'est pas parce que nous aurons fait échec à la marche du MRC du 22 septembre que nous serons jugés. On doit nous juger sur les résultats. Le président a dit que si il est élu, voici ce qu'il va faire. C'est un programme en 10 points. Un programme en 10 points. Et ce programme-là, c'est ça le plus important pour nous. Malheureusement, le contexte et justement d'autres acteurs politiques ne nous permettent pas de délivrer. On aurait été fort aise de discuter avec eux sur ce que nous sommes en train de faire. Mais voyez-vous, depuis 2 ans, depuis 2018, le président, le RDPC, le gouvernement n'ont même pas la possibilité de dérouler ce programme. Christophe Mienzok, vous parlez de ce qui se passe depuis 2 ans, mais je voudrais que nous nous arrêtions un instant sur cette politique de manipulation communautaire dont le MRC semble être le chantre justement depuis 2 à 3 ans. Que voulez-vous que je vous dise? Premièrement, à titre personnel, moi je suis très mal à l'aise de parler de ce type de sujet. Madame Lucrèce et Augustin, ça fait quand même un certain nombre d'années que moi je suis sur la place publique. Et à aucun moment, moi, directeur des organes de presse, je n'ai tenu des propos qui pourraient être assimilés à des propos tribalistes. Dieu sait ce que j'ai eu à rencontrer comme contradicteur de l'opposition. Depuis tant d'années, ils ont été nombreux. De l'UNDP, du SDF, du MRC, du MDR, etc., etc. Et aujourd'hui, pour un parti politique, c'est-à-dire le nôtre, dont l'une des options fondamentales est l'intégration nationale, c'est-à-dire le dépassement des clivages ethniques, d'avoir à constater que 20 ans, 25 ans, 30 ans plus tard, c'est un éternel recommencement. C'est un éternel recommencement. Parce que depuis 2018, et la fameuse question de qui vous savez, au Conseil constitutionnel, faut-il faire, quel concours faut-il faire pour devenir boulou? J'étais dans la salle, au Palais des Congrès, dont je suis le directeur général. Et je me suis demandé, mon Dieu, où allons-nous? Et je me suis souvenu des discussions que nous avons eues avec le SDF. Fopoussi Fotso, qui est encore vivant, Tchouenko est mort, Madame est mort, Kofele Kale est encore vivant, qui d'autre je vais citer? Mais à aucun moment, je dis en interpellant Fopoussi Fotso qui est vivant, les jours soient aussi arrivent bien après. À aucun moment, nos débats, nos échanges avec le SDF n'ont atteint cette tournure-là de plonger dans la boue, dans la fange du tribalisme, du communautarisme. Nous avons toujours eu en tête, malgré nos divergences, malgré les idéologies, les doctrines antagonistes des partis, nous avons toujours eu à l'esprit la grandeur du Cameroun.
Et aujourd'hui, nous sommes obligés de constater que on nous ramène à la tribu. On va dire donc quoi? Que le RDPC est le parti de quoi? Des Boulous. Moi, je suis Boulou. Moi, Mienzog, je suis Boulou. Je ne suis pas Boulou. Je suis de l'Est. Maka, Dangosas. On va me dire que je suis Boulou. Je ne suis pas Boulou. Je suis Ewondo. Je ne suis pas Ewondo. Donc, le Cameroun est fait de cette diversité, de cette multitude, de cette richesse, de différents apports de ces communautés, de ces tribus. C'est ce que nous devons préserver. Et tout Camerounais qui aspire à diriger notre pays, qui tient un discours de repli identitaire, de repli sur la communauté, peut et doit être convaincu qu'il ne peut pas atteindre les objectifs. Il ne peut pas arriver à étudier, puisque c'est ça l'objectif. Il ne peut pas arriver à étudier. C'est noté et le gouvernement le relève bien dans le communiqué signé du ministre de la Communication vendredi dernier. Madame, Monsieur, nous allons marquer notre arrêt dans cette édition de Scène de presse pour retrouver Franck Evina et la revue de presse. Marche illégale contre les institutions, le nom radical du peuple en une dans Cameroun Tribune du lundi 21 septembre. Selon le quotidien bilingue national, partis politiques, membres de la société civile, transporteurs et les citoyens ordinaires ont donné de la voix pour rejeter avec force le projet de manifestation lancé par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun avec pour intention affichée de créer un mouvement insurrectionnel. Et c'est sans surprise que le quotidien à capitaux publics exprime à travers une onomatopée le fiasco de l'initiative anticonstitutionnelle du MRC. Sur l'ensemble du territoire national, les Camerounais ont fait la sourde oreille aux appels à l'insurrection de cette formation politique, préférant vaquer sereinement à leurs occupations, même si le journal de Marie-Claire Nana a noté quelques tentatives vite dispersées par les forces de l'ordre à Douala. Mutation a fait le même constat d'échec en relevant cependant deux clichés à l'opposé. S'il est clair que le mot d'ordre du MRC n'a pas été suivi par la très large majorité, les manifestations annoncées ont tout de même déteint sur l'ambiance habituelle. C'est sans doute à cause de ce climat relativement morose et un dispositif sécuritaire déployé que le quotidien Le Jour a parlé du jour le plus long. Même si la scène politique nationale n'est pas au point mort, les régionales notamment se préparent sereinement. Cameroun Tribune fait justement parler les chiffres. Une dizaine de partis politiques postulent, environ 24 000 électeurs enregistrés, 24 départements présentent au moins 2 listes en compétition chez les chefs traditionnels. Pour les délégués départementaux, il y a concurrence dans 27 circonscriptions, indique le journal de Marie-Claire Nana. Année scolaire 2020-2021, dans Mutation, les incertitudes de la rentrée. Les proviseurs des lycées toujours pas nommés, brouillard sur le découpage de l'année, la colère qui monte chez les instituteurs au chômage, le quotidien de la rue de l'aéroport pense qu'on y va, le nez dans le guidon. Respect des mesures barrières contre le Covid-19 oblige, le journal de Georges-Alain Boyomo pose par ailleurs l'équation du quota horaire. Une équation qu'il faudra bien expliquer avec le retour du système de mi-temps, souligne Cameroun Tribune. Lors du conseil de cabinet du mois, le premier ministre-chef du gouvernement, Joseph Diongouté, a d'ailleurs invité les ministres concernés à tout mettre en œuvre pour une bonne information des parents. La revue de presse était sur la scène. Et de la rentrée scolaire, il en sera question dans cette deuxième partie de Scène de presse, et précisément du manuel scolaire. Sur le plateau avec moi, le professeur Marcelin Vundaetoua, qui est le secrétaire permanent du Conseil national d'agrément des manuels scolaires et des matériels didactiques. Bonsoir professeur et bienvenue sur le plateau. Merci de votre aimable invitation, Madame Medou. À ma gauche, Serge Pout, qui est le chef du département de la production web et transmédia, ici même à la CERTIFI. Bonsoir Serge et bienvenue. Bonsoir Lucrèce et bonsoir à tous. Professeur, à une semaine de la rentrée, tous les manuels scolaires sont-ils dans les librairies?
L'essentiel des manuels scolaires est dans les librairies. Je vous dirai pourquoi ils n'y sont pas tous. La raison pour laquelle les manuels scolaires pourraient ne pas être dans certaines librairies ou tous dans toutes les librairies tient à deux choses. La première, c'est une réforme de fond que nous avons avec le soutien de notre hiérarchie instituée dans la disponibilité des manuels scolaires. Ce qui se passait avant, c'est que certains éditeurs étrangers, notamment, avaient des manuels agréés sur les listes, les imprimaient à l'étranger, c'est-à-dire hors du Cameroun, et laissaient la responsabilité aux diffuseurs. Les diffuseurs, c'est ce qu'on peut considérer comme les grossistes dans le secteur du manuel scolaire, ou alors aux distributeurs qui sont les semi-grossistes, de commander directement ces manuels-là du lieu où ils sont entreposés à l'étranger. Et cela suppose des ressources d'une certaine envergure, cela suppose une surface financière qu'aucun diffuseur camerounais en l'état actuel ne pourrait avoir. Parce que pour importer 1000 exemplaires de chacun des titres inscrits au programme scolaire, de la maternelle en classe de terminale dans les deux sous-systèmes, il faut, tenez-vous bien, 1,2 milliard de francs en termes de frais d'achat des manuels. Je ne parle pas de leur transport. C'est pourquoi depuis cette année, à partir de l'appel d'offres qui a permis d'agréer les manuels pour l'année scolaire 2020-2021, il a été demandé à tous les éditeurs, et cela était justice parce que tous les éditeurs camerounais qui impriment, qui en Chine, en Inde, en Turquie, rapatrient à leurs frais, entreposent dans leurs magasins tous leurs manuels qui sont inscrits au programme, ce qui n'était pas le cas de tous les éditeurs. Alors il a été demandé quoi ? Il a été demandé à tous les éditeurs d'avoir des entrepôts au Cameroun, d'avoir la responsabilité de transporter jusqu'au Cameroun tous les manuels qu'ils impriment à l'étranger, 3, de gérer eux-mêmes les entrepôts où se trouvent leurs manuels, avec l'avantage que un distributeur qui, au lieu de 60 millions, 50 millions, n'en a que 10 ou 20, peut, de Douala, de Bolova, de Bertois, faire le déplacement et avoir le produit qu'il souhaite acquérir dans la proximité de son lieu de commercialisation. Alors, ces entrepôts, c'est bien des entrepôts de 50 000 exemplaires de chacun des manuels inscrits au programme. Oui, parce que les statistiques que nous avons font que tout le cycle du primaire suppose, si les ventes sont minimales, qu'on dispose d'au moins 100 000 exemplaires de chaque titre. Et au secondaire, les éditeurs sont supposés, au regard des chiffres des ventes des années antérieures, entreposer entre 25 et 50 000 exemplaires de chaque titre. Cela suppose donc un certain investissement pour ceux qui ont 3, 4, 5 manuels au programme. Et voilà donc la cause principale du retard de certains manuels dans leur absence dans les librairies. Alors vous dites beaucoup de choses à la fois, c'est très intéressant ce que vous dites, l'état des lieux que vous dressez. D'abord, tout le monde est obligé d'avoir un entrepôt. La question qui découle tout de suite, c'est de savoir est-ce que les éditeurs étrangers ont un entrepôt ici. Ça, c'est l'une des questions. L'autre question, c'est, au vu de tout ça, est-ce qu'on aura des retards, vous l'avez dit, mais comment rapidement combler le vide avant la fin du premier trimestre? Alors, ce qui est heureux de signaler, c'est que les éditeurs étrangers qui n'ont pas cru devoir en temps réel avoir des entrepôts au Cameroun se sont ravisés vers la fin. Les derniers colis de leur manuel sont partis de là où ils étaient entreposés hors du Cameroun le 20 août. On a les connaissements. Donc, si vous calculez 30 à 45 jours de fret maritime, ces derniers ouvrages sont annoncés pour le début de cette semaine. Et donc, on peut espérer que si ces éditeurs se hâtent, on aura tous les manuels dans les entrepôts à partir de mercredi ou jeudi prochain. La deuxième raison. Même les éditions Hachette. Je ne sais pas pourquoi vous citez les éditions Hachette. Oh non, mais je me suis renseigné. Vous imaginez bien qu'on ne vient pas sur le plateau comme ça. On a demandé aux éditeurs quel est l'état des lieux. Et ils nous disent qu'il y a quelques éditions comme Hachette qui ne sont pas
toujours à la page. C'est un constat que tout le monde peut faire sur le terrain. Quelques ouvrages de certains éditeurs étrangers, notamment, comme je l'ai dit, ne sont pas disponibles. Mais ce qu'il faut donner comme information complémentaire, c'est que ces éditeurs-là, heureusement, se sont décidés de faire l'opération, parce qu'elle est coûteuse, n'est-ce pas? Mais pour ce qu'ils gagnent ou ce qu'ils espèrent gagner dans ce marché-là, ils devraient minimalement... Donc, les livres de Hachette sont annoncés et ils seront effectivement là, si les délais sont tenus, en début de la semaine. Parce que, aux dernières informations, c'était le 28 septembre que ces livres arrivaient au port de Douala. Alors, professeur, je signale à votre suite et surtout à la suite des échanges que nous avons eus avec certains libraires que ce sont certains livres de la CIL et du CP ainsi que du Nursery 1 et du Nursery 2 qui manquent à l'appel pour ce qui est de la maternelle et du primaire, mais également les livres de SVT, physique et chimie pour ce qui est de la classe de première, notamment pour ce qui est du secondaire. Mais la question que je voudrais vous poser, professeur, c'est celle de savoir pourquoi certaines matières n'ont toujours pas de livres au programme aujourd'hui. Alors, je voudrais commencer en disant que certains éditeurs camerounais ont également eu un petit retard du fait qu'il faut une surface financière minimale pour importer 50 000 exemplaires d'un livre qu'on a imprimé à l'étranger. Il faut déjà payer parce que l'imprimerie se paye cash. Vous payez 50% à la commande et les 50% payants, vous les payez à l'enlèvement de la marchandise. Après, il faut un délai et des moyens pour les transporter jusqu'au Cameroun. L'autre chose que je voudrais dire au sujet des livres qui manquent à l'appel, c'est que si on peut comprendre que les livres agréés pour cette année manquent à l'appel, c'est-à-dire maternelle, première année, deuxième année, s'il CP, on peut comprendre les retards pour ces livres-là. Tous les autres retards ne s'expliquent pas. Pour la raison simple que la politique du livre unique, qui dure 6 ans au programme, permet aux éditeurs, à tous les éditeurs, qui ont des manuels dans les classes autres que les classes dont les manuels changent, savent que ces livres-là sont automatiquement reconduits année après année sur 6 ans. Et donc, vous voyez l'importance pour les éditeurs d'avoir un entrepôt. Parce que si vous avez un entrepôt et que vous avez une marchandise qui va s'écouler sur 6 ans, le risque que vous prenez, c'est de thésauriser un peu de l'argent, de le garder dans les livres qui seraient invendus, mais qui sont automatiquement remis en vente l'année d'après. Mais professeur, dites-moi un peu, est-ce qu'on peut comprendre, d'après vos explications, est-ce qu'on doit comprendre qu'il y en a qui n'ont pas le niveau pour gérer cette manne-là? Il y a des éditeurs qui le sont de nom, mais n'ont pas la surface qu'il faut et n'ont même pas le montage au niveau du projet, au niveau du plan de financement qu'il faut, alors que le marché est là, alors qu'il y a des opportunités qui sont là. Alors, je dirais qu'il y en a qui doivent se mettre à niveau. Et le secteur de l'édition est un secteur où on peut avoir une entreprise unipersonnelle. C'est pour ça que la plupart des maisons d'édition traditionnelles dans le monde ont le nom de leur fondateur. Ça commence par un individu qui a un projet social et culturel. Mais ça doit grandir, ça doit se structurer. Et la difficulté de la structuration chez nous, pour les petits éditeurs, pour ceux qu'on considère encore comme les petits éditeurs, c'est-à-dire 1 ou 2 livres au programme, c'est qu'ils n'ont pas la surface financière et ils n'ont pas une histoire avec leurs banquiers qui montre le flux de leur activité qui permet de demander des sommes un peu plus importantes que celles qu'ils ont brassées durant l'année. Donc, ça se met en place progressivement. Et je voudrais vous dire que nous avançons de façon méthodique mais sûre, parce que nous sommes partis d'une centaine d'éditeurs à une cinquantaine maintenant, et nous avons la responsabilité, puisque l'édition endogène doit émerger, nous avons la responsabilité d'un minimum de patience pour accompagner les jeunes éditeurs dont nous voyons l'enthousiasme, dont nous voyons le dévouement, pour qu'ils grandissent et deviennent de grands éditeurs, parce que personne dans l'édition ne naît grand. Professeur, je voudrais que nous revenions sur l'absence de certains manuels. J'ai devant moi une liste, je ne vais pas citer le nom des établissements, j'ai devant moi une liste de fournitures scolaires, de livres de fournitures scolaires, et devant une matière, langue et culture nationale, c'est bien écrit, pas de manuel adapté au programme. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, quand on dit qu'il n'y a pas de manuel conforme aux exigences du programme, cela signifie que le programme prescrit un contenu d'un manuel et aucun éditeur n'a trouvé des auteurs suffisamment aptes pour produire ce contenu. C'est comme si vous alliez dans un restaurant, vous voyez une carte de menu, vous voulez du ndolé aux frites,
Mais on n'a pas fait de provision de ndolé, on n'a pas fait de provision de frites. Ce menu-là existe, mais il n'est pas disponible. Et on remet sur le métier tous les projets éditoriaux. Et parfois, c'est après 2 ans, 3 ans qu'un éditeur arrive à saisir l'esprit et la lettre du programme pour faire un manuel conforme. Pour ce qui est particulièrement des langues et cultures nationales, nous sommes engagés dans un projet avec l'Inspection générale de pédagogie parce qu'il y a une difficulté à saisir exactement comment doivent s'enseigner les langues et la culture nationale dans les salles de classe. Alors, il est en principe demandé aux enseignants d'enseigner des langues qui sont les langues de la région de leur implantation. Mais la difficulté, c'est que quand vous voulez concevoir un manuel, si vous faites un manuel à une entrée, c'est-à-dire une seule langue, vous avez une classe diversifiée et je pense que l'accord n'est pas encore parfait pour savoir si on est dans le centre. Est-ce qu'on enseigne les Wondo à tous les enfants? Si on est dans le littoral, est-ce qu'on enseigne le Douala au Bassa à tous les enfants? Donc, nous, on a réfléchi à une formule qui consistait à avoir un manuel à plusieurs entrées en termes de langue, qui aurait une langue de chacune des 4 aires culturelles camerounaises pour laisser le loisir à l'enseignant. Et je pense que pour cette matière-là, les langues et les cultures camerounaises, c'est véritablement la matière qui doit se faire en synergie entre l'école et la maison pour que les parents, après, prennent le relais pour aider leurs enfants à s'approprier d'abord leur propre langue. Oui, professeur, on réfléchit aujourd'hui alors que ça a été le cas dans les années, on va dire, 60, à Liberman, au Collège Vort également. Pourquoi vous ne vous inspirez pas du modèle de ces établissements où les langues nationales ont été dispensées, quelle que soit leur diversité, à des gens qui aujourd'hui dirigent le pays? Je pense que c'était des choix de langue qui avaient été courageusement faits. À Liberman, je pense qu'on enseignait la langue Douala. Et le Bassa, et le Ewondo, et voilà. Donc on enseignait un ensemble de langues bien précises. Et vous voyez, dans le contexte actuel, ostraciser certaines langues peut donner l'impression qu'on les a marginalisées. C'est-à-dire ne pas enseigner certaines langues peut donner l'impression qu'on les ostracise. Et c'est ça la difficulté à enseigner les langues et cultures nationales. Professeur, alors je voudrais qu'on s'arrête sur, vous en avez parlé il y a quelques instants, la mesure d'un livre unique par matière et par niveau. Oui. Quel est le bilan que vous en faites aujourd'hui, 2 ans, je crois, après la mise en application de cette mesure? Alors, peut-être que je vous demanderai, pour vous faire une opinion personnelle, d'aller sonder les parents. Tous les parents sont satisfaits de la mesure qui consiste à avoir un livre par matière et par niveau et de maintenir ce livre sur les listes officielles pendant 6 ans. Parce que qu'est-ce qui se passait avant? Ce qui se passait avant, c'est qu'on avait plusieurs livres et le choix était laissé à l'établissement du livre qui allait y être enseigné. Vous pouviez donc avoir 2 établissements qui se jouxtaient et avoir des manuels différents pour la même matière, c'est-à-dire mathématiques. Vous allez au lycée Leclerc, on utilise le livre de couleur bleue. Vous allez au lycée bilingue d'application qui est à un jet de pierre du lycée Leclerc, on utilise le livre de mathématiques de couleur rouge, ainsi de suite. Et il y avait une telle disparité que ça ne prêtait qu'à conséquences négatives. Il y avait même une difficulté à uniformiser une épreuve d'examen dans un certain nombre de disciplines comme la littérature. Mais ça a changé maintenant. Ça a changé et donc le premier avantage, c'est l'uniformisation des contenus et du système d'enseignement et d'évaluation. La deuxième chose, c'est que toutes les poches de mercantilisme qui s'étaient créées du fait que c'est dans l'établissement que reposait l'enjeu principal économique qui consistait, c'est le livre qui était retenu dans l'établissement qui était acheté en librairie. Donc ça aussi, c'est fini. Ça a totalement disparu? Totalement disparu. Est-ce que vous pouvez nous affirmer, en regardant les Camerounais droit dans les yeux, que c'est fini, que c'est fini. Je peux me permettre d'en parler aujourd'hui parce que mon fils n'est plus dans un établissement secondaire où il a dû venir me mettre la pression à la maison pour que j'achète d'autres livres dans les librairies parce que l'école ne reconnaissait pas un certain nombre de livres qui étaient pourtant sur la liste officielle. Ce que vous dites et ça continue. Ce que vous dites est vrai, mais dans des proportions qu'il faut fixer. Ce qu'il
Si chaque établissement a au moins deux ou trois livres, non, ce qu'il faut observer, c'est que la plupart des établissements d'enseignement public respectent plus ou moins à la lettre les listes officielles. Les établissements privés se comportent différemment. Il y en a qui respectent les listes, il y en a qui ne les respectent pas intégralement. Et je voudrais vous dire les mesures qui ont été prises. Lesquelles? Le président du conseil d'agrément des manuels scolaires, M. Jean-Paul Comone, a écrit au secrétaire à l'éducation de l'enseignement privé laïque, de l'enseignement privé catholique, de l'enseignement privé protestant, pour leur rappeler ce qui est mentionné en rouge sur les listes officielles et signé des ministres en charge de l'éducation, que seuls les manuels inscrits sur les listes officielles sont exigibles. Alors, est-ce que c'est assorti de sanctions? Permettez-moi ça, sauf que, professeur, les enseignants se plaignent parfois, peut-être pour justifier l'achat d'autres livres, se plaignent du fait que parfois les livres qui sont retenus, je ne vais pas dire qu'ils sont vides de contenu, mais ne correspondent pas au programme. Alors, ceux qui apprécient après coup le travail du conseil d'agrément des manuels scolaires n'ont pas qualité. C'est la première chose qu'il faut noter. Parce que tout le monde est libre de contester, mais maintenant il faut trouver quels sont les arguments. Ça veut dire quoi qu'ils n'ont pas qualité? Ça veut dire ils n'ont pas qualité parce qu'ils ne sont pas évaluateurs des contenus des manuels. Une fois que les ministres ont signé les listes qui sont évaluées avec les meilleurs experts et l'appui des inspections nationales de pédagogie, des inspections générales de pédagogie, personne d'autre ne peut plus contester, sauf à avoir d'autres dessins, sauf à avoir d'autres motivations. Et assez souvent, on constate derrière ces contestations qu'il y a un conflit d'intérêts. Ceux qui contestent le livre ont un livre à proposer à la place de celui qui est inscrit. Et le parent n'a pas d'autre choix que de l'acheter? Non, le parent a le choix. C'est-à-dire que le choix que le parent a, c'est d'abord de faire valoir le droit à son niveau. Mais ce que nous avons constaté, c'est que la plupart des parents ne veulent pas faire de leurs enfants des boucs émissaires. Ils ne souhaitent pas que leurs enfants soient stigmatisés. Absolument. Et c'est un problème qu'il faut régler. C'est un problème que ces parents devraient au moins porter aux APE des établissements. À tout le moins. Et mais quand on connaît la complicité entre les APE et les chefs d'établissement... Au niveau du conseil, ce que nous avons pris comme disposition, c'est que nous avons alerté la CONAC de soupçons de corruption dans les établissements où se retrouvent sur les listes imposées aux parents des manuels qui ne sont pas sur la liste officielle. Et nous avons relancé la CONAC il y a une semaine pour demander l'ouverture d'enquêtes dans certains établissements. Et je suis presque sûr que cette année, ça va être différent et que ceux qui s'amusent à ajouter des livres pour des raisons essentiellement vénales et mercantiles sur les listes auront à en répondre. Alors, au niveau des listes, justement, bon, je constate, je ne vais pas le défendre ici, que les tribus de Capitoline sont sorties de piste. Non. Alors, c'est ce qu'on a vu. Non. C'est là. Alors, l'autre chose à laquelle il faut faire attention dans le secteur du manuel scolaire, c'est la manipulation. OK. La manipulation consiste à dire que des livres sont sortis alors qu'ils y demeurent. Dans le cas précis des tribus de Capitoline, l'excellent roman du professeur... Et qui est dans l'air du temps en plus. Qui est dans l'air du temps et qui est un excellent texte à tous égards. Ce roman a une durée de vie de 6 ans dans les programmes. Il est entré il y a 3 ans avant que nous on arrive au conseil. Il a encore 3 ans de vie devant lui. Donc, il suffit de regarder les listes officielles pour se rendre compte que ce roman figure encore bien sur les listes. Parce que commentaires de la presse sur la toile, mais même au niveau des tabloïds, on a indiqué que ce livre est sorti. Les tabloïds doivent se référer aux listes officielles. OK. Absolument. Alors moi j'ai une question à vous poser relativement à un secteur dont on ne parle pas souvent, l'enseignement technique. On commence l'école là, tout bientôt, dans plus d'une semaine. L'enseignement technique, c'est un peu, on va dire quoi, l'angle mort à ce niveau. On dit toujours, il n'y a pas de livre. C'est quoi le problème? C'est une incapacité des éditeurs à produire, des intelligences camerounaises à faire du sens dans le domaine dans l'optique de mettre à disposition des ouvrages pour la formation. Comment est-ce que l'enseignement technique peut être aussi appauvri en matière de livres? Alors, la première chose qu'il faut constater, c'est que l'enseignement technique, effectivement, n'a pas les livres comme on aurait souhaité qu'il les ait. Et pourquoi ne les étale pas? Parce que... À quelle proportion d'ailleurs? La plupart, au moins 60 à 80% des livres d'enseignement technique ne sont pas là. Ne sont pas là ou, lorsqu'ils sont là, sont le fruit d'éditeurs étrangers. Et c'est des livres assez anciens. La plupart des livres qui existent dans l'enseignement technique, c'est des livres de discipline, je n'avais pas dit, où la rédaction est facile, rédaction administrative, comptabilité, etc. Mais
des matières un peu plus pointues et un peu plus complexes, comme la mécanique auto, le froid, l'électricité, demandent que les auteurs de manuels aient l'environnement qui convient et les outils qui conviennent, parce que là, il s'agit d'écrire des pratiques sur la base des outils matériels dont on dispose. Mais ce qui est heureux, c'est que tous les acteurs ont pris conscience de ce problème-là et un travail a été amorcé qui consiste à identifier toutes les disciplines, parce qu'il y en a en grand nombre, toutes les disciplines de l'enseignement technique, d'envisager de former des auteurs et des rédacteurs de manuels dans ces différentes disciplines-là. Et ce projet est en cours depuis 2 ans. Au fur et à mesure qu'on avancera, sûrement qu'on trouvera des solutions, mais les livres de l'enseignement technique sont extrêmement difficiles à rédiger et ils sont extrêmement coûteux, parce que si vous voulez bien décrire un circuit électrique, j'imagine que s'il y a 2 ou 3 fils, vous devez faire un livre en couleur pour montrer la différence entre les différents fils. Et tout cela coûte un argent qu'il n'est pas possible de récupérer immédiatement après avoir fait le livre. C'est le secteur qui a le plus besoin de subventions et de soutien pour que les livres soient produits. Et les livres sont d'autant nécessaires à l'enseignement technique, et ils le sont autant que les laboratoires et les ateliers, pour que nos techniciens ne soient pas des apprentis sorciers. Parce que ce qu'on constate en ce moment, c'est que vous appelez un plombier, vous amenez votre voiture à un garage, parfois vous en sortez avec une panne autre que celle qui vous a amené au garage. Malheureusement. Que nous réserve le SAGO 2021? Que retenir de la 9e édition qui a fermé ses portes vendredi dernier? Réponse dans ce focus de Patrice Assiga Eyene, chef du projet SAGO. SAGO 2020, il faut retenir que c'est une édition qui a été organisée parce que c'était un premier pari qu'il fallait tenir premièrement. Et deuxièmement, retenir que nous avons organisé toutes les conférences prévues. Nous avons mobilisé 52 000 visiteurs. Nous avons médiatisé avec le soutien, bien évidemment, de la CRTV et des autres partenaires médias cet événement comme nulle autre édition. Toutes les conférences étaient retransmises en direct avec un taux d'audience estimé à plus de 7 millions de personnes touchées. Ça, c'est important. Et d'ici une semaine, ce taux d'audience pourrait être porté à plus de 17 millions de personnes touchées, parce que c'est justement le rôle de la plateforme SAGO, c'est-à-dire servir de vitrine à l'action des pouvoirs publics, parce que les personnes qui ont été mandatées pour modérer ou donner ces communications sont des responsables, c'est-à-dire des bouches les plus autorisées, c'était les ministres, c'était les directeurs généraux. Et donc, sur ce plan, nous pensons que le SAGO a rempli son cahier de charges. Il y a quand même de l'espoir, parce que le premier chef du gouvernement, depuis 2 ans, a instruit le ministre de la Communication d'élaborer un cadre de collaboration entre le gouvernement et notre cabinet pour une participation importante des départements ministériels, des structures sous tutelle et des entreprises du secteur privé opérant dans ce secteur pour une meilleure visibilité des actions des pouvoirs publics. Et l'objet aussi de cette mobilisation est de pouvoir permettre aux populations de toucher du doigt les capacités du gouvernement à pouvoir satisfaire à leurs besoins. Au lieu d'un secteur, nous allons mettre en vitrine désormais 5 secteurs d'activité. SAGO 2021, nous aurons 3 pays qui viendront partager avec le Cameroun leur expérience dans l'élaboration, la mise en œuvre et surtout la promotion des politiques publiques, parce que c'est l'objet même du salon de l'action gouvernementale. Nous aurons aussi des ateliers de démonstration du parcours de l'usager, c'est-à-dire lorsque vous entrez dans un département ministériel par exemple, voilà la personne qui vous reçoit, lorsque le dossier est coté, vous devez aller à tel ou tel service, et que nous ayons des cas de traitement de dossier avec réponse pendant la période du SAGO. Nous partirons de 4 à 6 jours. L'année prochaine, le SAGO durera 6 jours et il se tiendra en juin. Et maintenant, retrouvons Daniel Menanga pour les 1 du lundi. Bonsoir Daniel.
Bonsoir Lucrèce, bonsoir à vous invités, chers téléspectateurs. C'est un plaisir de vous retrouver ce lundi pour les une. Intégration de ce lundi, titre sur les finances publiques. La CEMAC fait le gendarme derrière les États. À quelques jours d'une réunion du G20 et des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI qui vont donner les nouvelles orientations en vue de la prolongation et de la suspension des services de la dette. La commission de la CEMAC s'inquiète du rythme des réformes du cadre budgétaire qui affiche 45% d'application des textes transposés en 8 ans et rentrée scolaire en manchette. Le cartable scolaire plus cher, enquête en page 4 du journal de Thierry Ndon. On the same vein, latest news about the 2020-2021 school year. Professor Nalova Lyonga unveils some key innovations closing the start of the school year while launching the new school year under the threat of a resurgence of the coronavirus pandemic. The Minister of Secondary Education once more made some important announcements. Ecomatin fait les comptes, 600 milliards de francs CFA à glaner dans la rentrée scolaire, frais de scolarité, d'examen officiel, manuel, fourniture scolaire. Habillement, alimentation représentent un gros marché qui justifie la concurrence sans merci entre différents opérateurs locaux et étrangers. L'économie report camp de vacances TIC, plus de 4000 jeunes outillés à la technologie en 4 ans. Également à lire dans le journal de Thierry Ekouti, classement Time Magazine, profil de 5 Africains les plus influents du monde en 2020. Et Singa, électrification rurale, le centre et le sud exclus d'un financement de 88 milliards. Le journal Essinga, par ailleurs, vous conduit sur les traces de Cabral Libye en France, en plein défrichage de son champ politique. Cameroun Tribune revient sur le débat de ce dimanche, marche illégale du MRC. La justice s'est saisie après l'échec du projet insurrectionnel du 22 septembre dernier. Le gouvernement, à travers un communiqué signé vendredi dernier, a fait savoir que la tentative du mouvement pour la renaissance du Cameroun avait donné lieu à des arrestations. Certains suspects ont été remis en liberté, tandis que d'autres restent à la disposition de l'enquête judiciaire en cours. La suite, dans les colonnes du quotidien national bilingue, Repère indique que les taux se resserrent sur Camto et le MRC. The Guardian Post Daily, Government hints on tough action against Camto, says arrested MRC supporters to face trial for insurrection. Mutation pour mutation, c'est l'enfer du décor pour Maurice Kamto, le président du MRC bloqué à son domicile depuis une semaine. Le gouvernement déclare que son cas fait l'objet d'un examen attentif par les instances judiciaires. Surenchère pour défi actuel, question vers la dissolution du MRC. 3 jours après les manifestations du 22 septembre, le porte-parole du gouvernement révèle que la situation de Maurice Kamto et celle de son parti sont en examen pour activité attentatoire à la paix. Prospective nouvelle, échec d'insurrection le 22 septembre 2020. Le gouvernement salue la maturité et la responsabilité du peuple camerounais. À relire le communiqué du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René-Emmanuel Sadi. Et Land Afrique, Nouveau Magazine, se demande à qui profite la désinformation. Gros plan sur Idriss Déby Itno, un chef d'État à Poigne, porteur d'espoir. Mutation a rendu hommage, et nous finissons par là, a rendu hommage au professeur Mabou Mabou, disparu ce matin, décédé des suites de maladie. Il était ancien secrétaire général à l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication, conseiller technique numéro 2 au ministère de la Communication, Lucrèce. On va dire paix à son âme. Alors, professeur, juste pour finir, Intégration a dit le cartable plus cher et vous avez dit non. Ah non, c'est pas juste, le cartable n'est pas plus cher. Alors, la nuance qu'il faut faire, c'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand des manuels ne sont pas assez mûrs ou alors suffisamment bien rédigés pour figurer sur les listes, l'année d'après, s'ils sont bonifiés, ils peuvent entrer dans les programmes. Et si dans une classe qui devrait avoir 8 livres, l'année d'avant, il y en avait 7 qui coûtaient 10 000,
Quand on ajoute le 8e et que l'ensemble des livres coûte 11 000, on ne peut pas dire qu'il y a une augmentation du volume du prix du cartable. Je voudrais vous rappeler qu'à la maternelle, les 3 livres, je dis bien les 3, coûtent 3 000 francs. Alors que nous étions, il y a quelques années, à une vingtaine de mille pour la maternelle. Au primaire, jusqu'au CM2, aucun cartable rempli des 7 ou 8 livres au programme n'atteint les 15 000 francs. Si on compare ces prix-là au prix pratiqué avant la réforme, le passage au livre unique, on ne peut pas dire que le prix du cartable augmente. Alors, juste pour finir, professeur, quelle perspective pour le Conseil? Alors, les défis qui vous attendent? Les défis sont ceux de la professionnalisation et nous y allons de façon méthodique. Il suffirait de regarder le nombre d'éditeurs qui passent à la trappe parce que inconsistants. Il suffirait de regarder la qualité des livres qui se bonifie, qui s'améliore d'une année à l'autre. Et nous allons de plus en plus aussi vers la professionnalisation des autres maillons de la chaîne que sont les diffuseurs, les distributeurs et surtout les libraires. Parce que les libraires restent le maillon faible, comme je l'ai dit, au regard du pouvoir d'achat qui est le leur. Avoir une bonne librairie avec 100 exemplaires de chaque titre des 2 sous-systèmes nécessite au moins 120 millions de francs. La moyenne de ce que les libraires qui ont 3 mètres sur 3 peuvent investir, c'est 2 à 3 millions, maximum 5 millions de francs. Vous voyez que c'est largement insuffisant. C'est pour ça que parfois vous trouvez les manuels qui sont les plus demandés, français, anglais, mathématiques, dans certaines librairies. Et on peut croire que tous les livres ne sont pas disponibles, mais c'est tous les libraires qui n'ont pas tout l'argent qu'il faut pour avoir tous les livres. C'est noté, madame, monsieur, c'est la fin de cette édition de Scène de Presse. Merci d'avoir été des nôtres.